Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la rééducation alimentaire, et peut-être que c'est un terme dont vous avez jamais entendu parler, qui est tout nouveau pour vous, et c'est normal. Tout comme l'hyperphagie, on me dit souvent que ce mot-là était inconnu, et que ce mot, en fait, il décrit parfaitement ce qui est vécu avec l'alimentation au quotidien. C'est normal aussi que l'hyperphagie, ce soit pas très connu encore, parce que ça fait seulement une dizaine d'années que c'est reconnu comme un trouble alimentaire, officiellement, à côté de l'anorexie et de la boulimie. Donc on va voir ensemble un petit peu qu'est-ce que c'est que l'hyperphagie et puis comment la rééducation alimentaire peut permettre de s'en sortir. Alors, on va redéfinir ce que c'est que l'hyperphagie, qui est un des trois principaux troubles alimentaires donc. Donc ça se caractérise surtout par une consommation excessive de nourriture avec une perte de contrôle. La perte de contrôle, c'est vraiment ce qui va définir l'hyperphagie. Il y a plusieurs critères officiels de diagnostic, comme le fait que les crises elles se produisent une fois par semaine pendant au moins 3 mois, et le fait qu'il y a vraiment ce manque de contrôle, cette perte de contrôle sur la nourriture. Il peut y avoir d'autres choses aussi, comme le fait de manger très rapidement à ce moment-là, le fait de manger jusqu'à l'écœurement, jusqu'à se sentir mal à l'aise, de manger sans ressentir physiquement de faim, et puis la honte, le dégoût, la culpabilité, clairement ça c'est caractéristique aussi. Après, je tiens à préciser que c'est pas parce que vous rentrez pas dans ces cases que vous n'êtes pas légitime à demander de l'aide, bien au contraire, c'est mieux de demander de l'aide avant d'en être à cette fréquence de crise-là, à ces quantités-là. Voilà, si vous, aujourd'hui, vous constatez que l'alimentation, c'est une prise de tête en général, et que vous sentez que vous n'êtes pas serein ou sereine avec certains aliments, et que vous sentez que souvent vous mangez trop, mais vous savez pas vraiment pourquoi, mais vous sentez que vous n'arrivez pas à vous arrêter, bon, il n'y a pas besoin de rentrer dans les critères diagnostiques pour demander de l'aide, si aujourd'hui c'est une source de stress pour vous en fait. Mais voilà, c'est pour rappeler les critères officiels, on va dire. Ce qui est intéressant en fait, c'est que l'hyperphagie, ça fait 10 ans, depuis 10 ans, oui, 11 ans peut-être, depuis 2013, qu'elle est officiellement reconnue comme étant un trouble alimentaire. Donc ça fait depuis 2013 qu'elle est dans le DSM-5. Donc pour rappel, c'est le gros bouquin, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux qui est édité par l'Association américaine de psychiatrie. Et là, c'est la 5e édition qui est sortie en 2013, et c'est là qu'a été rajoutée l'hyperphagie. Donc en fait, c'est normal si avant ça, vous n'entendiez pas parler plus que ça. C'était déjà en fait discuté par les pros de santé, évidemment, et il y avait déjà plein de personnes qui en souffraient, bien sûr, mais voilà, c'était pas reconnu officiellement comme un trouble. Maintenant, ça l'est, et le problème, du coup, c'est que, comme c'est tout récent, du coup, la prise en charge est assez hétérogène en France. Il y a pas mal de professionnels qui sont pas du tout au courant que ça existe, l'hyperphagie, que c'est un vrai trouble alimentaire, et pas mal de professionnels qui vont être très culpabilisants vis-à-vis de certaines personnes par rapport à leur poids, et qui vont un peu balayer le truc du revers de la main et dire oh, c'est bon, suffit de faire un régime et un peu de sport. Ou alors, suffit de faire une chirurgie bariatrique. Sauf que derrière, il y a vraiment un problème de comportement avec la nourriture, il y a souvent une déconnexion des sensations alimentaires, beaucoup de culpabilité, beaucoup de peur en fait, vis-à-vis de la nourriture finalement, et une charge mentale considérable. Et le souci avec cette mauvaise prise en charge, c'est que on voit apparaître de plus en plus de pseudo-experts, voire de charlatans, qui vont littéralement faire un business autour de ça. Les TCA aujourd'hui, c'est un vrai business. Beaucoup de personnes veulent faire de l'argent sur ça. Sur la santé mentale en général, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des business. Et le problème, c'est que ces personnes-là n'ont souvent aucune formation, sachant que même les personnes qui ont fait des études médicales et qui ont des formations, galèrent souvent, en fait, à prendre en charge correctement quelqu'un qui souffre d'hyperphagie. Donc je vous laisse imaginer une personne qui a aucune formation et qui veut juste se faire de l'argent. Heureusement, dans tout ça, il est possible de s'en sortir avec les bons outils, et justement, c'est pour ça que je vous parle de la rééducation alimentaire aujourd'hui, parce que c'est vraiment un processus qui va vous aider à rétablir une relation saine avec la nourriture, qui va vous aider à faire la paix avec votre alimentation. Ça se concentre surtout sur l'écoute des signaux corporels, comme la faim et la satiété,
Et c'est vraiment comme un apprentissage finalement, vous allez revenir à cette alimentation que vous auriez dû avoir si on vous avait jamais embêté avec votre poids, avec les règles alimentaires, les interdits, etc. Donc dans cette méthode-là, il n'y a aucun interdit, bien au contraire en fait. L'idée c'est de pouvoir inclure de tous les aliments dans votre quotidien et de pouvoir vous réguler avec, de sortir de la surconsommation et du pilotage automatique avec la nourriture. Donc c'est vraiment une approche très douce et globale parce qu'on va pas parler que de la nourriture. Et c'est surtout une approche qui vous invite à rejeter cette culture des régimes, de la minceur, de la volonté, de la performance, du résultat rapide. Je pense que justement cette culture-là ne vous a pas fait du bien. Cette culture-là, en fait, elle aggrave l'hyperphagie. Parce que plus vous allez essayer de mettre en place des restrictions, des privations, un programme, de la discipline avec votre alimentation, et plus ça va vous pousser à compulser sur la nourriture, justement, c'est un enfer, c'est un cercle vicieux. Je pense que si vous avez testé, vous savez très bien au fond de vous que ça ne fonctionne pas, mais le problème c'est que vous recommencez encore et encore parce que vous ne savez pas quoi faire d'autre et parce qu'on vous a toujours dit de faire comme ça et que c'était qu'une question de volonté, alors que je vous le dis, ce n'est pas une question de volonté, c'est jamais une question de volonté, l'hyperphagie, c'est lié à des mécanismes plus profonds et plus complexes que ça. Et puis je suis sûre que vous connaissez forcément autour de vous une personne qui se pose jamais de questions quand elle mange, une personne qui a jamais eu de soucis, qui mange ce qu'elle a envie, et puis qui va juste se satisfaire de ce qu'elle a mangé et passer à autre chose, et ne plus penser à la nourriture, et maintenir un poids régulé comme ça au fil du temps. Je suis sûre que vous connaissez une personne comme ça, alors j'ai envie de vous dire, si elle peut le faire, pourquoi pas vous? Et c'est ça en fait que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, en fait c'est tout à fait possible, c'est juste que à vous, on ne vous a pas forcément appris à manger comme ça. C'est vraiment ça en fait. On vous a appris autre chose qui vous a une autre approche qui vous a déconnecté de votre corps, qui a fait que vous n'avez plus confiance en votre corps. Du coup, je vais vous expliquer les objectifs de la rééducation alimentaire. Le premier étant évidemment d'avoir une alimentation régulière, équilibrée, satisfaisante, variée. Donc ça va être vraiment de rejeter en fait toute forme d'injonction avec la nourriture, et puis de mettre l'accent surtout sur la variété et l'équilibre. Donc vous pouvez consommer des aliments provenant de toutes les catégories, en faisant bien sûr attention à vos paramètres santé. Ensuite, deuxième objectif, ça va être de rétablir les signaux de faim et de satiété, donc d'apprendre à reconnaître en fait les signaux quand votre corps vous dit j'ai besoin de manger, et quand votre corps vous dit là c'est bon, on peut s'arrêter. Et c'est vraiment toute une période d'observation et de réapprentissage que moi je trouve fascinante. Autre objectif aussi, ça va être d'apprendre à accueillir les émotions, parce qu'on se régule beaucoup avec les émotions quand on mange. Contrairement à la croyance, l'alimentation émotionnelle c'est normal, voire c'est quelque chose de central dans notre équilibre, et on en a besoin pour se réguler, et ce n'est pas quelque chose à diaboliser ou à bannir. Et donc les émotions, on apprend à les accueillir pour pouvoir en fait aussi intégrer ce paramètre-là lorsqu'on fait nos choix alimentaires. Hyper important. Et aussi, dernier objectif non négligeable, ça va être de construire une relation respectueuse envers votre corps, indépendamment du poids. L'approche de la rééducation alimentaire n'est absolument pas centrée sur le poids, vous l'aurez compris je pense. Elle encourage l'acceptation de soi, indépendamment de l'esthétique. Là je parle vraiment de prendre soin de soi en fait, prendre soin de son corps. Et ne pas chercher à se punir ou à atteindre des normes de beauté complètement irréalistes. Alors là, peut-être que vous êtes en train de vous dire, c'est bien gentil tout ça, mais ça consiste en quoi concrètement? Donc je vais vous expliquer un petit peu parce qu'il y a effectivement plusieurs étapes à ce processus. Et puis concrètement, qu'est-ce qu'on fait en fait dans une rééducation alimentaire? Donc l'étape 1, ça va être de faire un bilan de votre situation et surtout de vos habitudes, de vos rythmes de repas, de vos horaires, potentiellement de votre histoire avec la nourriture, avec le poids, pour savoir un petit peu où est-ce qu'il faut commencer à mettre en place des actions. Parce que la base fondamentale de ce processus-là, c'est de stabiliser votre rythme de repas, c'est de stabiliser vos sensations alimentaires. Et croyez-moi que dans la grande majorité des cas, ça résout 80% du problème. Parce que beaucoup de personnes qui font des compulsions alimentaires se rendent compte, au bout d'un moment, dans l'accompagnement, qu'elles mangeaient pas assez, ou pas au bon moment de la journée,
et que leur rythme de repas faisait que, par exemple, le soir, elles rentraient chez elles après le boulot, affamées, sans même se rendre compte en fait qu'elles étaient affamées, ou en ayant banalisé complètement le truc. Et donc, vraiment, voilà, pour les personnes qui souffrent de compulsions alimentaires, c'est hyper important de trouver un bon rythme de repas qui va vous stabiliser. Donc ça, c'est la première étape, et ensuite, seulement après, on commence à travailler sur d'autres thèmes. Un peu plus tard, on peut travailler sur les émotions, par exemple. Donc la deuxième étape, ça va être notamment de mettre en place des outils de pleine conscience alimentaire pour sortir du pilotage automatique, des habitudes, des réflexes automatiques avec la nourriture, notamment le réflexe de se surremplir automatiquement lors des repas ou lors des crises. Et on va vraiment venir activer les 5 sens, activer en fait l'expérience sensorielle dans l'acte de manger finalement. Parce que les personnes qui souffrent de compulsions alimentaires sont des personnes qui souvent vont manger très vite, qui vont même pas être connectées en fait à ce qu'elles sont en train de faire, et qui profitent pas, finalement, qui ne savourent pas et qui n'ont pas autant de plaisir qu'elles pourraient avoir lors de leur repas. Et donc le problème de ça, c'est que quand vous avez pas beaucoup de plaisir, quand vous tirez pas beaucoup de plaisir de ce que vous mangez, bah vous allez avoir du mal à vous arrêter. Parce que, en fait, ce qui fait qu'on s'arrête de manger, c'est qu'on a eu assez de plaisir. Vous voyez le cercle vicieux? Donc plus vous allez manger en étant déconnecté et rapidement, et dans la culpabilité, le truc de oh là là, je devrais pas, et voilà, plus vous allez manger comme ça de manière frénétique et automatique, plus vous allez être donc déconnecté de votre plaisir, moins ça va vous faire plaisir ce que vous mangez, et moins vous avez de plaisir à manger, et plus c'est difficile de vous arrêter, parce que vous êtes en recherche de plaisir. Donc il y a un fort lien en fait entre manger en conscience et manger avec plaisir, et donc savoir s'arrêter de manger en fait. Donc ça c'était la deuxième étape. Une troisième étape aussi importante, ça va être de briser toutes les croyances alimentaires, toutes les peurs, toutes les injonctions, les trucs, les histoires de régime, de il faut supprimer le sucre, etc. On fait le tri dans tout ça, on va nuancer un petit peu tout ça, on va aller mettre de côté les jugements, les remarques internes qu'on peut se faire avec la nourriture, le poids, et puis on va renouer avec les besoins, les vrais besoins, ceux du corps. Donc ça, c'est une étape fondamentale parce que la restriction mentale avec la nourriture, c'est quelque chose qui va vraiment empêcher de faire confiance aux sensations alimentaires comme la faim ou la satiété. Parce que le problème, c'est que quand le mental, il prend le dessus dans vos choix alimentaires, du coup, les besoins du corps sont complètement négligés, sont très peu écoutés. Les envies aussi, les émotions sont très peu écoutées. Et donc au final, vous allez faire des choix alimentaires qui vous correspondent pas à l'instant T, qui vont pas forcément vous satisfaire, qui obéissent à une règle externe à vous, à vos sensations corporelles et émotionnelles. Et c'est là que ça, c'est vraiment un déclencheur aussi de compulsion plus tard, en fait. Et puis, bien sûr, une étape très importante, la quatrième étape, ça va être de comprendre vos sensations alimentaires, de vous y reconnecter en profondeur. Ça va être toute une phase d'observation, d'expérimentation avec vous, votre corps, dans votre quotidien, une étape super importante pour bien comprendre ce que c'est que la faim, la satiété, le rassasiement. Donc c'est vraiment l'étape fondamentale, je pense, du processus. Parce que c'est une redécouverte de soi. Et c'est souvent un moment d'ailleurs où mes clientes me disent « Mais waouh, en fait, j'ai été capable de m'écouter, là, je prends plaisir à manger quand j'ai faim, à arrêter quand j'ai plus envie de manger. » Et je pensais même pas que c'était possible. Et en fait, il y a une telle reconnexion, il y a il y a une confiance en fait qui se bâtit à nouveau avec le corps, et je trouve ça assez chouette à regarder, à observer. Parce que malheureusement, on est dans une société qui nous dit de pas faire confiance à nos sensations et qu'il faut rester dans le contrôle, etc. Alors que on n'est pas obligé d'être dans le contrôle pour avoir une alimentation équilibrée et qui correspond à nos besoins. C'est pas parce que on mentalise pas la nourriture, etc., qu'on va forcément faire des mauvais choix. Souvent la croyance, en fait, quand je dis qu'on va apprendre à écouter les sensations alimentaires, les personnes me disent bah moi si je fais ça, je mange que des burgers, du chocolat, des chips toute la journée. Et ça c'est une croyance, en fait, c'est juste une croyance, c'est archi faux parce que quand on apprend à se réguler avec les sensations, en fait naturellement on va avoir des envies très variées. Mais ça, cette croyance-là, elle vient des personnes qui sont encore dans la restriction mentale, parce que là c'est clairement la voix de la restriction qui parle. Quand on est habitué en fait à
à se réguler, à faire nos choix alimentaires que en fonction de règles, de programmes, de régimes, etc., bah effectivement, il n'y a aucune confiance en le corps, et donc ça paraît impensable d'avoir envie de légumes ou de salade, et pourtant c'est possible. Donc ça, c'était pour cette étape-là. Et l'étape suivante, ça va être de comprendre le lien entre les émotions et la nourriture. Parce que émotions et alimentation sont indissociables. On ne peut pas manger sans émotion. Tous nos choix, chaque jour, tous les choix qu'on fait avec la nourriture sont dirigés par nos émotions, qu'on le veuille ou non. Parce que comme je vous le disais précédemment, un petit peu plus tôt dans l'épisode, on se régule beaucoup avec le plaisir alimentaire. Le plaisir est au centre de l'équilibre. Et ça, je l'ai dit dans plein d'épisodes aussi, et je le dis à toutes les personnes que j'accompagne, et le plaisir, c'est une émotion en fait. Donc l'alimentation, les repas qu'on fait tous les jours, c'est vraiment la base de notre régulation émotionnelle en tant qu'être humain. C'est notre première source de régulation émotionnelle. Et ça, en fait, je pense qu'on a un peu tendance à l'oublier. Je vois une tendance générale à diaboliser l'alimentation émotionnelle, comme s'il fallait avoir une sorte de, je sais pas, une alimentation hyper robotique, j'ai faim, j'ai plus faim, et terminé. Et ça ne peut pas se passer comme ça, je suis désolée de vous l'apprendre. Donc du coup, l'idée c'est de vivre avec vos émotions, de les accompagner. L'alimentation émotionnelle, c'est pas non plus ce cliché qu'on a en tête là de manger de la glace en pleurant devant une série parce qu'on a passé une mauvaise journée. C'est pas ça, hein, c'est pas forcément quelque chose lié à un excès alimentaire, d'aliments ultra transformés. Voilà, je pense qu'il y a cette image un peu collective de l'alimentation émotionnelle et c'est pas du tout ça. Donc il y a une étape voilà, très importante dans la rééducation qui est de comprendre ça en fait, et d'accepter et de normaliser l'alimentation émotionnelle. Et on arrive à la dernière étape, qui n'est pas des moindres, parce que c'est une étape où vous allez apprendre à respecter votre corps, indépendamment de votre poids, indépendamment de votre apparence, peu importe si vous aimez votre apparence ou pas, d'ailleurs vous avez le droit de pas l'aimer, hein, c'est tout à fait ok. Indépendamment de ça en fait, de votre esthétique, c'est développer une relation de respect, de confiance envers votre corps, de gratitude envers votre corps. Là, il s'agit vraiment de vous reconnecter à votre corps biologique, à ses fonctions, à ce qui vous permet de faire au quotidien, et pas juste à cette enveloppe, à ce corps esthétique. C'est hyper important, parce que c'est un processus qui vous appelle à cesser la lutte contre votre corps. Parce que quand vous cherchez à modifier votre poids, quand vous cherchez à contrôler votre alimentation, vous êtes dans une sorte de lutte contre vous-même en permanence. Et ce processus-là, ça va vous permettre de poser les armes, de lâcher un petit peu ça, et d'apprendre à prendre soin de vous en dehors de votre alimentation, le sport, etc. Même si évidemment ce sont des domaines importants. Mais il y a d'autres choses aussi, d'autres domaines dans lesquels vous pouvez prendre soin de votre corps. Et voilà pour la dernière étape. Alors, dans tout ce processus-là, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que, évidemment, il faut le faire dans la bienveillance et le non-jugement. Parce que c'est un apprentissage qui peut mettre du temps. Et c'est normal que ça mette du temps. Et c'est un apprentissage aussi au cours duquel vous pouvez avoir des rechutes, des compulsions qui peuvent revenir, des envies de faire des régimes qui peuvent revenir, etc. Et c'est normal. Il faut apprendre à les accepter, à en tirer des leçons, mais c'est tout à fait ok. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça, qu'il faut respecter votre rythme et prendre le temps. Et je sais que ça va beaucoup à contre-courant de tous les discours qu'on peut entendre par rapport au poids et à l'alimentation, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'accompagnement et de coaching qui promettent des changements en 3 semaines, 3 mois. La vérité, c'est qu'il faut beaucoup plus que ça pour développer une relation sereine à la nourriture et au corps. Il faut beaucoup plus que ça. Surtout si ça fait des années, voire des décennies, que ça ne va pas. Et je pense que ça, c'est... Voilà, juste faut avoir ça en tête avant d'entamer cette démarche. Si cet épisode vous parle, si aujourd'hui vous êtes concerné par l'hyperphagie ou les compulsions alimentaires, ou en tout cas si vous êtes confronté à une relation conflictuelle avec la nourriture et que ça va vraiment plus, alors la rééducation alimentaire peut être adaptée, et je dirais même que ça peut être super de faire ça avec aussi derrière un suivi avec un diététicien ou une diététicienne, et pourquoi pas un suivi avec un ou une psychologue pour aller creuser en profondeur le pourquoi il y a des TCA qui sont là. Si vous pensez que c'est le moment de vous lancer dans cette démarche, si vous sentez que là vous êtes dans un bon élan, allez-y à fond, j'ai envie de dire foncez. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur la rééducation alimentaire sur mon site web, vous trouverez le lien dans la description du podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a apporté des clés. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a aidé, que vous vous sentez moins seul, parce que vous n'êtes pas seul, et que
Là, ça vous a donné l'espoir parce qu'il y a vraiment des clés, des bons outils qui vont vous permettre de vous en sortir. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, en message Instagram, il n'y a pas de souci, je prends plaisir à vous répondre. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.